Voilà. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir pour un nouveau webinaire 1 heure pour comprendre sur la CSRD, la nouvelle directive sur le reporting de durabilité des sociétés, et pour essayer de vous montrer quel impact cela peut avoir pour vous et pour votre entreprise évidemment, et comment vous y préparer au plus tôt. Ce webinaire a été organisé sur la demande de certains de nos adhérents, notamment dans le comité RSE, mais aussi aux participants qui sont dans le test que nous proposons à tous nos adhérents, à nos 230 adhérents. Donc, on utilise à l'Institut Commerce l'outil ZEI pour mesurer notre impact. Donc, on utilise nous, Institut Commerce, mais on le propose gratuitement en test à nos adhérents. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est dans le cadre aussi de ce test que les adhérents qui sont dans nous ont demandé effectivement d'y voir plus clair sur les enjeux pour la SSRD. Voilà, donc on va passer très rapidement la parole à nos deux intervenants, donc Noël Boza, fondateur de ZEI, et Emeline Fasolato, qui travaille pour les Nouveaux Géants, qui est un autre acteur très intéressant dans le cadre de la transition écologique. On est ravis d'avoir parmi nous ce soir. Avant de leur passer la parole, je voulais juste vous montrer les prochains webinaires 1 heure pour comprendre. Ils sont là. Et vous rappelez où ils se trouvent. Donc, vous allez sur notre site, vous allez sur la rubrique événements et vous descendez sur 1 heure pour comprendre. Et vous trouverez ici nos prochains webinaires. Donc, celui du 3 avril concerne plus une approche shopper et consommateur, manger industriel, manger maison ou un mix entre les deux. Qu'attend le consommateur des marques et des enseignes aujourd'hui? Tout ça avec Sophie Bertin de Spring & Co. Et un autre webinaire en préparation avec, et je vous l'annonce ce soir, du coup, Bonduel et Nestlé qui nous parleront de l'agriculture régénératrice, un nouveau modèle d'agriculture durable, webinaire qui va être, je pense, assez passionnant. Donc, inscrivez-vous tout de suite si ça vous intéresse. Et dernière info, c'est concernant nos conférences. Vous avez la journée partagée prospective qui est accessible ici. Vous pouvez vous inscrire. On va remplir la salle de la SCP, donc leurs inscriptions sont ouvertes. Allez voir le programme, il est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on sera ravis de vous y retrouver là-bas. Je ferme le partage d'écran et je laisse la parole à Noël. Merci Noël d'être avec nous ce soir. Bonjour à tous, merci à Institut du Commerce pour cette opportunité de pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail la CSRD, parce que je pense que vous êtes très nombreux à avoir des questions sur cette nouvelle réglementation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, on repasse sur les grands principes de la CSRD, notamment pour identifier qu'est-ce que c'est concrètement, à qui ça s'applique, dans quelles conditions ça s'applique et quand ça va commencer à s'appliquer. Mais au-delà de la vision assez théorique et macro de la CSRD, je pense que c'est intéressant qu'on rentre aussi un peu plus dans les détails avec des cas beaucoup plus concrets sur qu'est-ce qu'il y a derrière la CSRD. Parce que je pense que vous êtes très nombreux à en avoir entendu parler, mais peut-être que vous n'êtes pas tous conscients de ce qu'il y a derrière les textes de loi qui ont été publiés par les FRAG. Donc, on va finir avec justement cette vision très, très précise. Quelles données, quel type de données, comment est-ce qu'ils sont formulés pour que vous puissiez finir ce webinaire avec une idée concrète de la CSRD. Et dans le cadre de la collaboration avec l'Institut du Commerce, pour ceux qui le souhaiteront, on ouvrira un 6e de la CSRD gratuitement pour que vous puissiez tester, si vous le souhaitez, certains ERSS et mettre les mains en quelque sorte dans la machine et dans la typologie d'indicateurs à piloter. Mais avant tout ça, commençons par le début. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui. Ouais, je pense que oui. On va commencer par une intro assez globale sur la CSRD et précisément à qui ça va s'appliquer. Ce que je vous propose, c'est à n'importe quel moment, si vous avez une question, quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites directement dans le chat. Je l'ouvre là sous les yeux parce que je pense que c'est plus intéressant si on y répond directement plutôt que de faire une session de Q&A au bout d'une demi-heure de présentation. Alors, commençons déjà par qu'est-ce que c'est que la CSRD. La CSRD, c'est un nouveau texte de loi qui a été publié, qui est développé par l'EFRAG, donc par la Commission européenne, et qui vise en quelque sorte à structurer peut-être un peu mieux
les reporting RSE et ESG que les entreprises avaient l'habitude de faire. Alors, concrètement, le but de la CSRD, c'est de faire de la donnée extra-financière quelque chose de très cadré, de très précis, un peu comme les rapports financiers, et surtout faire en sorte que cette donnée soit enfin comparable et qu'elle ait la même structure d'une entreprise à l'autre. Parce que historiquement, les rapports RSE qui étaient faits ou imposés aux entreprises, malheureusement, on pouvait un petit peu le faire à sa sauce. Et donc, ces rapports n'étaient pas comparables entre les entreprises. On ne pouvait pas consolider tout ça. Et donc, la CSRD vise d'abord de proposer une trame du reporting qui soit très bien structurée, de manière extrêmement précise, mais surtout faire en sorte qu'elle soit comparable entre différentes entreprises avec les mêmes données et la même architecture. Donc, les deux points qu'il faut peut-être retenir sur la CSRD, c'est qu'on va passer d'une donnée qui était un peu macro, qui était un peu floue, à un format de reporting RSE qui va être extrêmement précis et concret. Ça ne sera plus à l'entreprise de choisir les éléments dont on va parler. C'est vraiment la CSRD qui va imposer les thématiques du reporting, qui va imposer la méthodologie de calcul, le type d'unité, de manière extrêmement très structurée pour uniformiser tout ça. Et surtout, la CSRD va présenter un nouveau concept que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est le concept de double matérialité. Ce qui veut dire que le rapport RSE ne sera plus simplement, ne va plus simplement inclure comment est-ce que les risques environnementaux et sociaux vont influencer l'entreprise, mais aussi quel est l'impact concret de l'entreprise sur les éléments environnementaux et sociaux. Donc, ce principe de double matérialité est assez européen dans son approche. Les anglo-saxons restent pour l'instant sur une approche de simple matérialité. Et donc, c'est un concept qui a une ambition plus forte en termes de mesures d'impact environnemental et social que ce qu'on pouvait avoir avant dans beaucoup de rapports RSE. Donc ça, ce sont les deux points principaux. Alors, concrètement, si je fais un petit historique avant de rentrer dans le détail sur la CSRD, c'est quelque chose, une loi qui a été votée en 2022. Donc fin 2022. La version définitive va sortir d'ici quelques mois en juin 2023. Et cette version de juin 2023 va surtout présenter les modèles de reporting CSRD sectoriels qui vont aller au-delà du tronc commun à toutes les entreprises de la CSRD qui est déjà sortie en novembre 2022. Et cette loi a été décalée de 12 mois. Et donc, la plupart des entreprises vont être soumises à la CSRD début 2025 sur l'exercice 2024. Donc, avant, c'était un an plus tôt. Et ça, pour la plupart des entreprises. Alors, on va le voir juste après, pas toutes les entreprises vont avoir cette deadline qui leur sera imposée. Donc, les entreprises pour lesquelles la date de 2024 est imposée sont toutes les entreprises qui ont au moins 2 des 3 conditions suivantes. Donc, plus de 250 salariés, plus de 20 millions d'euros de bilan et plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous en avez 2 des 3, vous êtes touché donc par la CSRD. Et donc, un petit détail là-dessus, c'est bien plus ambitieux que l'ancienne réglementation. Tout simplement, l'ancienne réglementation, c'était pour l'entreprise de plus de 500 salariés. Et donc, c'est plus de 50 000 entreprises en Europe qui sont touchées aujourd'hui par la CSRD avec ces nouveaux paliers. Alors, je vois qu'il y a une question, c'est ça, qui est apparue. Ah, il y a une autre question qui est apparue entre-temps. Lucie a levé la main, mais je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Et c'est Claire qui demande « Ces critères sont pour moi applicables aux entreprises soumises à la DPEF ». Alors, justement, on va y venir après. Il y a plein de cas différents. Le plus tôt, c'est pour les entreprises, en effet, soumises à la DPEF 500 et plus. Mais dans certains cas, c'est aussi pour ceux qui ont 2 de ces trois piliers. Il y a plusieurs cas d'application. Ça va jusqu'à 2028. Alors, si on suit juste après, on a le cas des PME qui n'atteignent pas les 250, mais qui sont cotées en bourse. Donc, non concernés par le reporting extra-financier, bah, justement, on est bien. Pour ceux qui sont cotés en bourse et qui ont encore une fois 2 des 3 piliers suivants, les paliers vont baisser fortement.
C'est donc un bilan d'au moins 350 000 euros, un chiffre d'affaires net de 700 000 euros, et il faut avoir au moins 10 salariés. Et donc là, voilà, c'est dès que votre entreprise est cotée en bourse. Ce qui change, c'est que l'exercice de reporting arrive plus tard. Donc, on est sur l'exercice 2026, donc un lancement, un reporting début 2027. On a ensuite des entreprises qui ne sont pas européennes, mais qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros sur le marché de l'UE. Donc, dans ces cas-là, la CSRD sera aussi applicable, mais à partir de l'exercice de 2028. Et dans le cas des filiales européennes d'un groupe non européen, c'est la maison mère qui va devoir faire le reporting CSRD. Et là, on est également sur l'exercice 2028 avec l'échéance 2029. Et les SAS aussi vont être soumises. Voilà, pour répondre à la question de Lucie. Donc, ça couvre un spectre beaucoup plus large que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, il y a quelques distinctions entre les cas de figure. On n'a pas encore la version définitive, donc je ne pourrais pas répondre à l'ensemble des questions. On y verra encore plus clair en juin de cette année. En tout cas, pour l'instant, suite aux dernières évolutions qu'il y a eu sur la loi de la CSRD, on a ces éléments-là. Il n'est pas exclu que pour ces deux derniers cas, l'échéance de 2028 soit à nouveau reportée, parce que la CSRD, c'est énormément de données. Et donc, peut-être que beaucoup de ces entreprises qui ne sont pas européennes auront besoin d'un peu de temps pour structurer tout ça. Parce qu'on va le voir, la CSRD, ce n'est pas négligeable en termes de données. Alors, actuellement, le tronc commun de la CSRD, c'est 12 piliers principaux, 12 ERSS dont il va falloir reporter. Les deux premiers sont des normes assez transverses sur les grands principes généraux de la RSE. Donc, le RSSE1 est un résumé en quelque sorte des autres piliers. On va avoir le RSS2 qui correspond à la stratégie de l'entreprise, mais intègre surtout l'analyse de matérialité que vous allez pouvoir faire. Donc, en quelque sorte, quels sont les grands enjeux environnementaux et sociaux qui correspondent à votre entreprise. Et donc, ça sera vraiment à faire sur mesure par rapport à votre activité, à votre taille et à vos spécificités. Et au-delà de ces deux normes transverses, on va avoir trois piliers dans lesquels on va retrouver différents ERSS. Sur l'environnement, c'est là où on retrouve le plus de piliers. On en a 5. On va retrouver un pilier qui est assez dense sur le changement climatique. Donc là, on a minimum une cinquantaine d'indicateurs, potentiellement beaucoup plus. On a également la pollution sur le RSSE2. On a un enjeu et un pilier sur l'eau et les ressources marines. On va retrouver un pilier sur la biodiversité et les écosystèmes de manière générale. Donc, ce pilier-là est assez flexible, on pourra le voir un petit peu après, où c'est à vous d'identifier quels sont les indicateurs et les enjeux d'impact qui correspondent à votre activité. Parce que dans l'agriculture, vous n'aurez pas les mêmes que dans le digital ou dans la pêche. On va avoir certains enjeux autour des ressources et de l'économie circulaire. Là, il y a énormément d'indicateurs dont il va falloir piloter. On a ensuite 4 RSS sociaux sur les employés donc internes d'entreprise, sur les travailleurs qui sont en amont et en aval de la chaîne de valeur. Le troisième sur les communautés qui sont affectées et le quatrième sur les clients finaux B2C, B2B. Et on a ensuite 2 ERSS sur la gouvernance, donc la partie gestion des risques contrôle interne et la partie éthique et gestion des affaires avec la corruption. Et donc parmi ces 10 ERSS en complément des deux premiers, il y a énormément de données qui sont connectées d'un ERSS à l'autre. Donc, on va le voir un petit peu après, mais il faut avoir une vision vraiment macro quand on répond à la CSRD. On ne peut pas vraiment siloter chacun des piliers à part. Il y a énormément d'interconnexions et donc il faut y aller avec une vision stratégique, une vision globale si on veut être au plus proche des attentes de la CSRD. Alors, filiale d'un groupe européen, est-ce que le reporting peut être au niveau groupe? Alors, c'est pas encore très clair, tout dépend de la typologie de filiale. Pour l'instant, c'est plutôt au niveau du groupe que la CSRD devrait être reportée. Par contre, en tant que filiale, vous allez devoir quand même piloter
et soumettre des données qui seront ensuite consolidées au niveau du groupe. Mais pour l'instant, seul le groupe, au niveau européen, devra faire ce reporting, en tout cas de ce que je sais sur cette question. Et 50 ou plus indicateurs sont pour l'ERSS E1 uniquement ou pour l'ERSS environnement. Alors, les 50 premiers indicateurs sont pour le premier ERSS E1. On va le voir dans un instant. Je vais vous montrer concrètement quels indicateurs sont demandés. Mais le nombre d'indicateurs est assez variable selon les piliers. Si je prends par exemple le RSS E1 sur le changement climatique ou le RSS E5 sur les ressources et l'économie circulaire, on va avoir énormément d'indicateurs d'impact différents. Si on est sur la pollution ou les ressources en eau, on en a un peu moins. On va être à 20 et 30 indicateurs respectivement. Sur le RSS social S1, on a énormément de données. Pareil, donc il va falloir reporter. On va en avoir moins sur les communautés affectées et les consommateurs finaux. Donc, ça dépend vraiment du nombre de… Enfin, ça dépend vraiment du pilier. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au total, on va avoir entre 30 et 60 pages PDF de texte de loi qu'on a lu et qu'on a traduit en indicateurs spécifiques. Donc, x 12. Donc, c'est au final des centaines et des centaines d'indicateurs dont il va falloir reporter. La bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas de figure, ce sont des indicateurs que vous suivez potentiellement déjà, parce que la CSRD a souhaité s'aligner avec énormément de standards internationaux qui pourraient exister. Donc la taxonomie européenne, l'ASFDR, le GRI a aussi beaucoup de concordance avec les indicateurs de la CSRD, mais malheureusement, ça ne couvre pas 100% des indicateurs. Et donc, je dirais que les 3/4 des entreprises vont devoir piloter au moins 200 à 300 indicateurs qu'elles n'avaient pas forcément dans leur pilotage initialement. On va y venir dans un instant parce que là, on reste vraiment très théorique, mais je vais vous montrer concrètement ce à quoi ça ressemble. La bonne nouvelle, c'est que parmi ces piliers, la structure et l'architecture des ERSS restent communes. Dans le cas de l'environnement, on va retrouver la même architecture. On va commencer avec les plans d'action en lien avec le climat, avec la gestion des ressources en eau, avec la pollution. Donc là, c'est clairement qu'est-ce que vous avez prévu, à quelle échéance, quels indicateurs vous allez suivre. On va ensuite avoir des questions qui sont très souvent des questions en narratif. Donc là, ce qui est attendu, c'est un texte, c'est une description en lien avec les politiques qui ont été mises en place, avec les risques et les opportunités que vous avez identifiées par rapport au sujet en question. On va ensuite avoir un indicateur, un pilier lié aux actions et aux ressources qui sont mis en place. Donc, ils sont assez proches des plans d'action, mais là, on va traduire ces plans d'action en investissement et en ressources à mettre en place. On va ensuite rentrer, après des grands piliers qui sont dans une logique de texte, de description, dans des indicateurs chiffrés beaucoup plus précis, beaucoup plus structurés, notamment en lien avec les objectifs que vous fixez pour atteindre justement par rapport au plan d'action que vous êtes fixé. Et donc là, on va vous demander des dates butoirs assez spécifiques. On va vous demander des unités, qu'est-ce que vous mettez derrière, quel volume, comment vous allez mesurer en quelque sorte votre impact. Et le cinquième, qui lui aussi est commun à l'ensemble des ERSS, c'est des mesures d'impact chiffrées. Et c'est là où la CSRD va vous imposer un format de données, un format de calcul qui va être commun à tout le monde pour s'assurer que la donnée sera comparable d'une entreprise à l'autre. Donc, dans l'énergie, on ne va pas vous demander d'un côté des gigajoules ou des mégawattheures ou des tonnes de CO2. C'est la CSRD qui va imposer quel type de volume vous allez suivre et piloter. Et dans tous les cas, notamment sur l'environnement, le 6e pilier, c'est l'impact financier. Donc, c'est le lien entre ces 5 premiers piliers et votre reporting financier, donc votre CAPEX, votre OPEX, et ainsi de suite. Notamment les ressources que vous allez allouer pour atteindre vos objectifs et comment est-ce que les risques liés à la pollution, à l'eau ou au climat peuvent impacter votre rentabilité financière et donc le risque qu'il y a derrière. Sur les piliers sociaux, c'est un peu différent. On va avoir moins de piliers et l'architecture de ces ERSS dépend du
pilier dans lequel on va travailler. Est-ce que c'est plutôt les salariés en interne? Est-ce que c'est plutôt les salariés dans la chaîne de valeur? Ou est-ce que c'est directement, dans le cas de la gouvernance, les politiques qui sont mises en place pour lutter contre la corruption? Mais on garde quand même un fil rouge qui va être commun entre les différents ERSS, même si le contenu de ces ERSS varie énormément d'un pilier à l'autre. Alors, voilà pour la vision un peu macro sur ce qu'il y a derrière la CSRD. Ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause question-réponse en lien avec ces premiers éléments avant de rentrer dans quelque chose de plus concret et de vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière ces ERSS, quel type d'indicateurs sont à piloter et surtout quel est le lien qui peut être fait entre les indicateurs de la CSRD et les autres templates de référence, notamment le GRI, les SFDR, vos calculs de carbone, vos ISO, votre EcoVadis, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles… Est-ce qu'il n'y a que les mesures d'impact chiffrées dont le format sera déterminé pour être comparable? Alors, normalement, c'est principalement ces mesures d'impact chiffrées qui sont déterminées. Sur le reste, c'est à vous d'adapter, par exemple, les dates butoirs de vos plans d'action. Alors, il y a bien sûr tous les sujets en lien avec la finance, où là, c'est des unités que vous avez déjà, qui vous sont déjà imposées dans le reporting financier. Mais disons qu'il y a beaucoup plus de liberté sur les questions en lien avec les plans d'action, avec les objectifs, avec les ressources et en lien avec les politiques. Ou sur ces premiers sujets, on est beaucoup dans le narratif, dans la description. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, mais ça se distingue énormément d'indicateurs chiffrés, où là, c'est des unités qui sont prédéfinies. Alors, la gestion des risques apparaît deux fois. Alors, en effet, il y a certains sujets, notamment liés à la finance, le lien donc avec les investissements, le lien avec les risques, qui va se retrouver dans plusieurs ERSS. On va le retrouver à la fois dans l'intro, dans le tout premier ERSS, qui est un peu la synthèse des différents plans d'action. Et donc, mais c'est aussi le cas d'autres éléments qu'on va demander dans un ERSS, et la CSRD demande de faire le lien entre différents piliers. Par exemple, on a certaines questions dans le pilier environnemental ici, qui est émission de CO2, notamment ici, donc soit en volume, soit en intensité, qu'on va directement retrouver dans d'autres ERSS, notamment en lien avec la pollution ou l'impact sur la biodiversité. Et donc, c'est pour ça que chaque ERSS n'est pas complètement siloté. Il y a énormément de liens et de concordances à faire entre les différents ERSS. Une partie est imposée à tout le monde, une autre partie dépendra de votre activité. Donc, dans le cas du climat, c'est assez simple. Les grands éléments qu'on va retrouver dans notre ERSS sont liés aux émissions de CO2 et à la pollution de manière globale. Dans certains ERSS, ça sera un peu plus personnalisé, comme par exemple le cas de la biodiversité des écosystèmes. Donc, si je rentre dans la biodiversité des écosystèmes, la CSRD va m'inviter à choisir parmi certaines listes ou certains textes de loi quels sont les indicateurs qui sont les plus pertinents par rapport à mon cœur de métier. Donc, si je prends l'exemple ici des objectifs, des données chiffrées en lien avec mon impact, si je suis dans l'agriculture, on va me proposer de prendre en compte plutôt des indicateurs du type la superficie des sols occupés, ou alors l'intensité de consommation d'engrais ou de pesticides par hectare. Mais dans certains cas, on sera plutôt sur directement des indicateurs liés au climat. Donc, il y aura un lien à faire avec la partie, le premier ERSS. Alors, on ne m'entend pas clairement. Il y a un problème avec mon micro. Oui, Noël, ça coupe pas mal. Ça reste, on comprend ce que tu dis, mais c'est pas le plus agréable possible, quoi. Je sais pas ce que tu peux faire. Peut-être tu peux couper ta caméra. Comme ça. Je suis en Ethernet, mais je coupe ma caméra. On va voir si ça.
Je vais essayer de parler plus fort, peut-être que c'est la détection de mon micro. Est-ce que les autres référentiels disparaîtront en termes? Alors, non, pas forcément. Le GRI n'est pas véritablement un référentiel. Le GRI, c'est un peu comme les ODD. Ce n'est pas un référentiel qu'on va me forcer. Le GRI vient plutôt pour catégoriser un indicateur. C'est un petit peu comme un ODD. Donc, vis-à-vis de ça, le GRI permet d'identifier que tel indicateur qu'on va me demander a tel code ou tel élément, telle structure dans l'architecture du GRI. On n'est pas sur un template qui va m'être imposé. Par contre, certaines données demandées par la CSRD ont déjà une association avec un élément du GRI, avec des ODD ou avec la SFDR. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a proposé dans ZEI. Et on a déjà travaillé sur cette table de concordance pour faire en sorte qu'en complétant certains éléments du GRI ou des Covadis ou d'impact.gouv ou de mon bilan carbone scope 1, ça aille automatiquement pré-compléter les éléments de la CSRD. Donc, le GRI ne va pas disparaître, il va survivre en tant que référentiel proposé pour aller trouver des éléments ou structurer ma DPEF. Mais ma vision, c'est qu'en Europe, on se concentrera en priorité sur la CSRD, complétée par le GRI. Dans le reste du monde, je pense qu'ils garderont le GRI comme base de travail, même si ce n'est pas, encore une fois, un référentiel imposé et avec une architecture que tout le monde doit utiliser. Donc, par rapport à ça, peut-être un détail, c'est que dans la CSRD, vous ne pouvez pas choisir d'occulter certaines données. Dans les textes de loi de la CSRD, tout ce qui vous sera demandé comme indicateur ici, vous devrez le compléter, ou alors vous devrez dire que ça n'est pas applicable à votre entreprise. Et si vous dites que ce n'est pas applicable, il faudra que vous puissiez le justifier. Donc, vous mettrez NA, et ce n'est pas applicable à mon entreprise pour telle raison. Ce qu'on n'a pas dans la GRI, tout simplement. Alors, sous quelle forme le rapport extra-financier devra être publié? Alors, il sera publié de deux manières. La première, c'est sous la forme d'un PDF qui ressemble énormément à votre reporting RSE actuel. Mais l'Europe prévoit, alors à voir si ça restera dans les tuyaux sur la prochaine version ou si l'Europe décidera de le repousser un peu plus tard. Mais normalement, toutes les données de la CSRD devront être consolidées sur une plateforme européenne dans laquelle on retrouvera justement toutes les données qui sont imposées à toutes les entreprises. Et donc, vos informations devront remonter dans cette plateforme européenne. Est-ce que ça sera via des API? Est-ce que ça sera via un import CSV? Ça, on n'a pas encore exactement la réponse. Cette plateforme n'existe pas encore, mais elles devront être communiquées directement à l'Europe. Est-ce qu'il y aura un indicateur obligatoire, au moins par catégorie, pour le EX-5? Alors oui, dans la plupart des cas de figure, les indicateurs du E5 sont obligatoires. Donc, c'est le cas pour l'environnement, c'est le cas pour la pollution, c'est le cas pour l'eau et c'est le cas des ressources, où là, il y en a énormément dans le cas des ressources. Donc, si je vous montre ici, on va avoir tous les indicateurs liés aux entrées, donc aux intrants dans les ressources. Donc là, c'est en poids, en tonnes de matière qui sont consommées. Donc, on va avoir la part qui sont recyclées, la part qui sont renouvelables, la part qui sont réutilisées. Et on va avoir tous les indicateurs liés aux sorties. Donc là, c'est plutôt dans les matières premières des produits conçus. Donc, on voit qu'il y a énormément de données qui sont imposées. Mais au-delà des indicateurs qui sont en quelque sorte imposés, dont vous n'aurez pas vraiment le choix dans le reporting, vous avez aussi l'Europe qui va vous suggérer de compléter ce tronc commun avec d'autres indicateurs et d'autres données qui sont issus d'autres référentiels de la Commission européenne. Donc, par exemple, pour la biodiversité, donc dans la biodiversité, les indicateurs d'impact ne vous sont pas imposés, c'est à vous d'aller choisir ceux qui sont les plus pertinents. Nous, ce qu'on va vous suggérer, c'est de vous équiper plutôt du référentiel Align, qui est le référentiel, qui est l'un des référentiels qui a été proposé par la Commission européenne
et qui rassemble tout un éventail de données d'impact biodiversité qui a été en quelque sorte sélectionné et, on va dire, certifié par la Commission européenne. Mais là, c'est à vous d'aller choisir ceux qui sont les plus pertinents par rapport à votre entreprise. Et donc, dans la CSRD, il y a vraiment un mélange des deux. Donc, on ne vous couperait pas, malheureusement, à certains reporting, notamment sur l'environnement, l'eau et les ressources. Qui va auditer les reporting? Alors, ça se passera par des OTI et ou des CAC, des commissaires aux comptes. Là-dessus, il y a encore un flou aujourd'hui parce que tout le monde, entre les experts comptables, les OTI historiques et les commissaires aux comptes, sont en train de s'équiper ou de se mettre sur le sujet. Je sais que beaucoup des experts comptables, et notamment les grands, vont pouvoir faire ces audits. Et ils lancent tous leur offre sur ce sujet. Les commissaires aux comptes, beaucoup d'entre eux ont senti aussi un marché CSRD. Et donc, dans les commissaires aux comptes avec lesquels vous travaillez, il y a des très grandes chances qu'ils puissent également faire la certification des données CSRD, à condition, bien sûr, qu'ils montent en compétences et qu'ils soient suffisamment prêts pour certifier ça au lancement. Donc, ça peut être plusieurs acteurs, mais tous les grands du marché, normalement, seront prêts pour ça. Nous, ce qu'on prévoit, bien sûr, c'est qu'on puisse inviter un OTI ou un CAC directement dans l'outil pour qu'il puisse vérifier les données en utilisant les documents justificatifs ou les documents qui ont été associés à chacun des indicateurs, notamment dans le pilotage des plans d'action avec une gestion des droits et des tâches qui peut être partagée avec un CAC, voilà, qui puisse faire son audit directement depuis la plateforme en ayant accès aux documents justificatifs associés. Alors, est-il possible d'avoir la liste exhaustive des indicateurs obligatoires? La liste existe sous la forme des textes de loi, mais c'est du PDF, c'est en anglais, et la formulation de la CSRD n'est pas malheureusement extrêmement toujours claire. Donc nous, on a fait ce travail de traduire ces textes de loi en indicateurs très précis. Alors parfois, ça va être des indicateurs narratifs, mais très souvent, quand c'est des indicateurs chiffrés, on a défini les unités, la méthode de calcul directement dans l'outil. Donc, on ne peut pas vous communiquer la version complète et donc vous envoyer un Excel avec les centaines d'indicateurs parce que c'est un travail aujourd'hui qu'on vend en fait tout simplement aux utilisateurs de Zeil. Par contre, dans le cadre de la collaboration avec Institut du commerce, ce qu'on souhaitait vous proposer pour commencer à rentrer dans du concret, c'est de vous ouvrir gratuitement le RSS E1 sur le changement climatique et le RSS E1 sur les ressources et l'économie circulaire, qui sont deux des piliers qui sont les plus complets, en tout cas les plus denses de la CSRD, que vous puissiez commencer à mettre le nez dedans. Alors, vous pouvez potentiellement le télécharger en CSV si vous le souhaitez. Donc ça, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Vous pourrez récupérer ces deux premiers piliers. Par contre, on ne pourra pas vous ouvrir, disons, gratuitement l'ensemble de la CSRD. Mais si jamais à un moment vous souhaitez vous outiller et que les deux premiers piliers vous plaisent, on n'a pas de souci à discuter avec vous, bien sûr, du reste des ERSS. Et dans ce premier usage ou ce premier test de la CSRD, vous allez pouvoir en faire. Si vous avez déjà des indicateurs que vous suivez en interne sur des Excel en lien avec le GRI, en lien avec de l'EcoVadis, avec de l'AFNOR ou avec d'autres référentiels standards du marché, des ISO aussi, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit en quelque sorte et qu'on fasse une première passe en intégrant vos données pour voir en fait à quel point ça va pré-compléter la CSRD. Sachant que dès le moment où vous souhaitez vous associer un pilier de l'ERSS, on vous dira que vous avez déjà tant d'indicateurs qui seront pré-complétés grâce aux données que vous avez déjà intégrées dans vos Excel ou dans vos outils de pilotage. Donc, on peut comme ça pré-mâcher un petit peu le travail et faire l'association entre les indicateurs que vous avez déjà et ceux qui vous seront imposés par la CSRD.
En ce qui concerne la liste exhaustive, si je ne peux pas vous envoyer l'Excel, je peux quand même vous rediriger en tout cas vers les textes de loi de l'EFRAG, dans lequel vous aurez les 12 piliers dans leur ensemble. Donc j'espère que c'était à peu près clair malgré les soucis de micro. Je ne sais pas si ça s'est corrigé vers la fin. Oui, ça s'est corrigé. Merci Noël. Merci pour tout le travail réalisé, la traduction que tu as pu nous faire de, j'imagine, des heures de compilation pour comprendre, expliquer clairement la CSRD. Si tu veux mettre dans le chat les liens dont tu parlais, ce sera bien. On pourra reprendre peut-être quelques questions à la fin. Si c'est OK, je pense qu'on va laisser la parole à Emeline et reprendre les dernières questions après son intervention. Parfait. Merci. Ouais, vous m'entendez bien? Oui. Et je vois juste peut-être, Sinol, il y a juste une question sur Zay. Est-ce que vous existez en version anglaise? Je te laisse la main, je répondrai par écrit, comme ça tu peux... Ouais. Ça marche. Alors, je vais donc vous partager mon écran. Merci du coup. Oula. Tu n'arrives pas à partager? Ça m'ouvre des choses avec pas mal de warnings. Tu veux que je le fasse sur mon ordi? Attends, je devrais quand même... En fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce que je vous partage. Donc, à la limite, je veux bien que tu le partages, s'il te plaît. OK. Parti en diaporama. Okay. C'est bon pour tout le monde? Oui. Moi, je le vois bien. Ouais. Alors, vas-y. Du coup, écoute, merci Émilie de nous inviter pour ce Tipeee. Moi, je m'appelle Émilie Fazolato et je travaille pour les Nouveaux Géants, qui est un organisme de formation sur les sujets de transition écologique. Donc, Émilie m'avait demandé, après du coup, ce temps d'explication sur la CSRD, d'aborder plus précisément la question de la structuration. Donc, comment est-ce qu'on se structure pour réaliser la CSRD? Et peut-être avant de vraiment parler de comment est-ce qu'on se structure, je vais vous proposer de revenir sur les enjeux que ça représente pour une entreprise. À commencer du coup par un enjeu très direct qui est l'enjeu réglementaire. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ouais, j'ai un lag, c'est pas grave. Donc, comme le disait Noël, il y a deux choses dans cet enjeu réglementaire. Le premier, c'est que la CSRD, c'est un reporting qui est audité par un OTI ou par un commissaire aux comptes. Et donc, ça place par rapport aux anciens reporting une exigence de rigueur et de fiabilité qui n'était pas présente auparavant. Et la deuxième chose, c'est donc un reporting qui porte sur les données extra-financières. Et donc, toutes les entreprises qui sont déjà soumises à la DPEF se sont rendues compte que les données extra-financières, contrairement aux données financières, sont des données qui sont éparses dans l'entreprise et qui sont gérées par de nombreuses personnes, puisqu'on va avoir des données qui concernent l'énergie, le transport de marchandises, les déplacements des collaborateurs, les achats, les déchets, et donc autant de points de collecte différents. Et donc ça pose des enjeux assez forts en termes opérationnels. Le premier, pour avoir des données fiables, c'est de bien définir les règles de gestion des indicateurs, et donc à savoir quelles sont les données qu'on met dedans, qui s'en occupe, à quelle fréquence, avec quels outils et avec quel process. Le deuxième, c'est de bien mailler la collecte, donc savoir qui est en charge des données et sur quelles applications logicielles trouver chaque donnée. Et notamment, si chaque donnée, on l'obtient de manière directe ou indirecte, ou si on la simule. Et le troisième enjeu pour venir avoir un reporting qui soit fiable et rigoureux, c'est donc de mobiliser l'ensemble des collaborateurs sur la collecte de données, et en particulier ceux qui sont des fournisseurs de données, entre guillemets. Donc, ça, ce sont des enjeux qui sont directement liés à la CSRD. Mais pour moi, il y a un enjeu majeur qui est assez fort, qui est un enjeu d'image. Donc, tu peux poursuivre, s'il te plaît, Émilie. Puisqu'en fait, la CSRD, ça amène la nécessité d'un point de vue réputationnel d'apporter les preuves et de la transparence. Et en fait, la CSRD s'inscrit dans un mouvement plus global d'un besoin de transparence par différents acteurs de la société,
à savoir, donc là, pour la CSRD, c'était essentiellement les investisseurs et l'État, mais c'est un besoin de transparence qui est partagé par les clients. Donc, est-ce que les produits sont réellement durables, et par les talents, à savoir est-ce que l'entreprise s'engage à de l'impact et s'insère au sujet de son impact. Et donc, en fait, la particularité de la CSRD, c'est que ça mène une standardisation de la manière de reporter. Et en fait, contrairement à avant, entre guillemets, on ne pourra plus angéliser la performance extra-financière. Et donc, l'enjeu réputationnel, ce n'est pas seulement de reporter, mais c'est aussi de reporter des bons résultats. Et donc, indirectement, ça amène, du coup, je boucle avec la question qui a été posée avant, ça amène la nécessité de venir améliorer les KPI extra-financiers et donc de mettre en place des projets durables comme de l'éco-conception, de passer une flotte électrique, de réduire la consommation énergétique et plein d'autres projets. Et ce qu'on a observé auprès de nombreux clients, c'est qu'un des freins majeurs à la mise en place des projets de durabilité, c'est la faible attractivité économique. C'est-à-dire qu'un projet qui peut être intéressant, quand on compare deux projets, on va en avoir un qui est plus intéressant économiquement, mais moins d'un point de vue de l'impact. Et souvent, c'est le jugement d'un point de vue économique ou d'un point de vue de l'impact ne conduisent pas à la même conclusion. Et donc, en fait, l'enjeu sous-jacent de la CSRD, c'est d'améliorer les résultats et donc de rendre les projets durables attractifs. Et donc, toute la question, c'est donc à la fois d'apporter des preuves et d'avoir un reporting extra-financier qui soit rigoureux, mais aussi de rendre les projets durables attractifs pour avoir un reporting qui reporte de bons résultats. Une fois qu'on a compris ces enjeux, comment est-ce qu'on se structure? Donc, je voudrais vous livrer le constat assez global qu'on a fait chez les nouveaux géants, qui ne concerne pas uniquement le reporting extra-financier. On a remarqué, on a fait un parallèle avec la transition digitale. On s'est dit que si seul le DSI avait su gérer un ordinateur, on ne serait pas passé de la naissance d'Internet au métaverse en moins de 30 ans. Et en fait, de la même manière, si uniquement la personne en RSE, ou au mieux l'équipe RSE, sait mettre en place des projets qui touchent à la durabilité, la transition écologique et sociale n'ira ni vite ni loin. Et donc, ce qu'on a observé comme constat, c'est qu'on a besoin d'internaliser la compétence par rapport à l'externalisation auprès d'un cabinet de conseil et de diffuser les compétences écologiques auprès des différents métiers qui ont actuellement la compétence la plus proche. Je pense que tu peux passer quelques slides de Lily, c'est pas grave. Ça, c'est un DSI seul. Voilà. Et donc, par exemple, pour ce qui est de la communication responsable, pour nous, il est plus logique que ce soit géré par les communicants, parce qu'en fait, il s'agit d'adapter d'abord de communiquer et d'adapter entre guillemets marginalement à la compétence responsable. De la même manière, le numérique responsable devrait être géré par l'équipe IT puisqu'il s'agit avant tout d'un enjeu numérique. Et donc, si on s'intéresse à la CSRD et à la performance extra-financière, en fait, la compétence qui est de définir des règles, de mailler la collecte de données, de mobiliser l'ensemble des collaborateurs sur la performance et de juger de l'attractivité d'un projet, ça tombe actuellement dans les mains des personnes suivantes. Je peux passer 2 slides, je pense, qui sont en fait les métiers du chiffre. Et parce qu'en fait, ce sont eux qui ont actuellement la compétence de gestion de la performance financière. Donc, chez les nouveaux géants, ce qu'on préconise, c'est que la performance extra-financière et le reporting associé qu'est la CSRD soient guidés par le département de la finance et de la performance, ou à minima co-guidés avec le département de la RSE. Donc ça, c'est l'observation qu'on a faite chez les nouveaux géants. Et c'est pour ça que pour accomplir notre mission qu'on s'est fixée et qui est d'aider les entreprises à concrétiser leur transition écologique, on développe des parcours de formation sur les sujets écologiques, métier par métier. Donc, pour permettre à chaque famille de métier d'internaliser la compétence écologique qui le concerne. Le premier parcours qu'on a développé, c'est un parcours à destination des équipes de l'offre sur les sujets d'éco-conception et d'éco-sélection, et dont Ambroise a parlé au dernier TPI RSE si vous étiez présent. Et le deuxième parcours qu'on a développé, c'est donc un parcours qui s'adresse au métier du chiffre sur les sujets de performance extra-financière et qui permet d'aborder les sujets organisationnels posés par la CSRD. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler brièvement de ce parcours. Non, reviens à la slide d'avant, s'il te plaît. C'est un parcours, comme je disais, qui s'adresse au métier du chiffre.
puisque ce sont eux qui ont actuellement la compétence de gérer, analyser et mobiliser sur la performance de l'entreprise. Et donc, par métier du chiffre, on va avoir contrôleur de gestion, l'analyse financière, les personnes en charge de la fiscalité, de la communication financière, et j'en passe, parce qu'en fait, selon l'organisation de l'entreprise, on va avoir des métiers différents. Donc, ça s'adresse aux métiers financiers, mais pas uniquement, parce que comme on l'a dit juste avant, la performance extra-financière mobilise de nombreuses personnes, et en particulier les personnes de la RSE ou les RH, en fonction des entreprises, puisque ce sont elles qui gèrent actuellement les indicateurs extra-financiers. Et il ne s'agit pas de repartir de zéro, mais bien de repartir du travail qui a déjà été fait sur les indicateurs extra-financiers. Et également les personnes du service informatique, puisque, comme Noël l'a très bien expliqué, on a un enjeu de qualité de données et d'interfacer les applications logicielles déjà existantes au sein de l'entreprise. Et puis, de manière générale, en fait, comme c'est un enjeu organisationnel, le reporting extra-financier, il s'agit, les participants de la formation seront à déterminer en fonction de l'organisation actuelle de l'entreprise. C'est que l'équipe formée soit capable de gérer la performance extra-financière et la performance financière avec le même niveau de rigueur et d'importance, que ce soit pour reporter sur les résultats ou pour prendre des décisions au jour le jour. Et donc, permettre la mise en place de projets durables. De notre côté, l'objectif pédagogique de toutes nos formations, c'est la mise en action. Donc, c'est la transformation des gestes métiers et le fait d'intégrer des nouveaux réflexes écologiques au quotidien. Pour ça, et je te propose de passer 2 slides, Émilie, s'il te plaît. Pour ça, pour se mettre en action, chez Nouveau Géant, on est convaincu que c'est important de transmettre des connaissances. Encore une slide, s'il te plaît. Transmettre des connaissances et d'acquérir des compétences, mais que ce n'est absolument pas suffisant pour aller jusqu'à la mise en action. Et qu'il y a 3 autres choses qui sont essentielles pour se mettre en action. C'est la prise de conscience. Donc, il faut avoir envie d'agir pour pouvoir le faire sur le long terme. C'est la prise de confiance. Il ne suffit pas de savoir faire, mais il faut aussi se sentir capable de faire pour réellement se mettre en action. Et encore plus pour les sujets écologiques que pour d'autres sujets, il faut avoir la sensation de s'inscrire dans une œuvre collective. Émilie, peut-être coupe ta caméra parce que ça coupe aussi. Les actions écologiques à mettre en œuvre sont des projets collectifs et non pas des actions individuelles. Et donc, chez Nouveau Géant, dans le pédagogie, on insiste sur ces 5 piliers au même niveau. Pour ça, si je peux passer à la slide suivante, on a 3 ingrédients pédagogiques clés. Le premier, c'est de se baser toujours sur des projets réels. Donc, par exemple, pour le parcours d'éco-conception, on va reconcevoir un produit réellement au magasin au fur et à mesure de la formation. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il a été prouvé que pour apprendre, il vaut mieux le faire. On apprend mieux en faisant. Et nous, on veut que les participants se confrontent face pour de vrai, pour à la fois être plus intéressés par le sujet et donc apprendre mieux, mais aussi pouvoir se confronter aux difficultés qui vont réellement se poser à eux après la formation. Et pour nous, ça, c'est absolument essentiel pour que la mise en action perdure après la formation et que ça ne fasse pas flop. Le deuxième ingrédient clé de notre pédagogie, c'est la prise en compte du facteur humain. Par facteur humain, on entend les biais cognitifs, notamment les biais cognitifs et les émotions liées au bouleversement écologique. Et on le prend en compte parce qu'on s'est rendu compte que souvent, c'est d'abord à ce niveau-là que la mise en action bloque avant même de bloquer d'un point de vue technique ou financier. Et le troisième ingrédient, c'est de former par équipe, donc par équipe réelle. Et donc, dans les participants à la formation, on va prendre en compte, on va intégrer toutes les personnes qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Et d'un point de vue très concret, on a des classes de 15 personnes. Et dans une classe de 15 personnes, il peut y avoir une équipe complète, il peut y avoir plusieurs sous-équipes, enfin plusieurs équipes si les équipes ne font pas jusqu'à 15 personnes, ou une partie de l'équipe. Une partie de l'équipe si la taille le permet. Et donc, l'ensemble de cette méthode nous a conduit à développer un format hybride. Donc, concrètement, on va avoir des formations qui sont qui sont longues, donc autour de 3-4 mois, pour vraiment permettre l'acquisition des 5 piliers que je citais avant. Et chaque étape est donc divisée en différentes étapes d'avancée de projet. Et chaque étape commence par un module présentiel d'une demi-journée
qui nous permet de créer la dynamique collective et de lancer le travail sur le projet réel en favorisant l'intelligence collective. Et pendant les intersessions, on va avoir des coachings en visio avec un expert technique pour débloquer la réalisation du projet et faire avancer les livrables, et donc essentiellement pour lever les freins techniques, ainsi qu'un ensemble de micro-learning qui sont des formats en ligne, asynchrones, assez courts, donc maximum 10 à 15 minutes par micro-learning, pour que chacun puisse apprendre à son rythme. Et l'objectif de ces micro-learning, c'est à la fois d'inspirer sur des bonnes pratiques et donc faire part de témoignages sur différents sujets qui peuvent se poser au cours des projets, et de transmettre des concepts, de la connaissance entre guillemets pure, pour donner plus de temps à l'intelligence collective et au faire pendant les moments présentiels. Donc, ce que je viens de vous présenter, ça concerne tous nos parcours de formation, mais si on rentre plus spécifiquement sur la formation pour les métiers du chiffre, on a les projets réels suivants. Donc, on va, les participants pendant la formation vont pouvoir travailler sur 2 des projets cités ici. Le premier type de projet, c'est un outil d'aide à la décision. Et en fait, très concrètement, c'est un outil qui permet c'est construire un outil qui permette de comparer 2 options en regardant à la fois des critères financiers, comme on avait le ROI actuellement, et des critères extra-financiers, et surtout comment on vient pondérer les deux lorsqu'ils ne conduisent pas à la même décision. Et donc, ça peut être un outil qui aide à comparer des potentiels achats, des potentiels investissements, 2 potentialités de développement d'offres et plein d'autres types de décisions qu'on peut rencontrer en entreprise. Le deuxième type de projet qu'on peut mettre en place dans la formation, c'est un rapport de communication extra-financière, et donc en l'occurrence la préparation à la CSRD. Et le dernier projet qui est possible de mettre en place, mais qui nécessite une maturité assez poussée de l'entreprise, c'est de travailler sur un pilote de nouvelle comptabilité, et donc notamment l'IPNL, la triple comptabilité et le prix interne du carbone. Sachant qu'au bout de la formation, c'est une formation qui dure 4 mois, c'est évident que les projets ne sont pas aboutis, puisque pour mettre en place ce genre de projet jusqu'à de manière opérationnelle, il faut entre 1 et 2 ans en général. Mais notre objectif en tant qu'organisme de formation, c'est que les participants à la fin de la formation aient toutes les clés pour aller au bout en toute autonomie ensuite. Concernant le déroulé de la formation, merci Émilie, on se base toujours sur les étapes réelles de la réalisation d'un projet. Et donc, en ce qui concerne la performance extra-financière et la CSRD, il s'agit d'abord de faire un état des lieux des impacts matériels. Comme l'a décrit Noël, dans la CSRD, on doit identifier quels sont les impacts matériels et lesquels ne le sont pas. Donc, nous, c'est ce qu'on a appelé ici comprendre la création et la destruction de valeurs extra-financières. Ça, c'est la première partie de l'état des lieux. La deuxième partie de l'état des lieux, c'est de connaître l'arsenal entre guillemets d'outils de gestion de la performance extra-financière qui existent déjà dans l'entreprise. Donc, à savoir quels sont les objectifs et les cibles objectifs qui existent déjà, les trajectoires, les plans d'action, les systèmes d'incentives qui sont déjà en place. Et ensuite, à l'issue de cet état des lieux, on pense que les participants sont suffisamment sachants, entre guillemets, pour pouvoir choisir les projets extra-financiers les plus pertinents pour l'entreprise. Et donc, pendant les 2 derniers mois de la formation, ils travaillent sur 2 des projets que j'ai cités avant. Et on les accompagne sur la levée de freins spécifiques comme la gestion des données extra-financières ou la définition d'indicateurs. Et donc, on s'est basé sur les rythmes des métiers du chiffre qui sont des rythmes mensuels. Et donc, chaque étape dure 1 mois avec au début un module présentiel et ensuite des coachings et des vidéos. Et donc, pour résumer, voilà, merci. Pour résumer, ce que nous, on conseille d'un point de vue de la structuration pour réaliser la CSRD, c'est d'abord d'internaliser la compétence. Simplement parce que si on l'externalise, déjà, comme il faut le réaliser chaque année, ça va avoir un coût assez conséquent. Et ensuite, parce qu'on a un enjeu de pilotage et d'amélioration des résultats. Et si on a une boîte noire au niveau de l'obtention des résultats, on ne peut pas vraiment prendre des décisions en connaissance de ce qui conduit au résultat. Le deuxième point qu'on conseille, c'est de diffuser la compétence de gestion du reporting extra-financier au métier du chiffre, car ce sont eux qui ont déjà les méthodes rigoureuses de collecte, de gestion et d'analyse des données et qui mobilisent déjà l'ensemble des collaborateurs sur la performance financière et qui sont en mesure de proposer des nouveaux process de prise de décision au sein de l'entreprise.
On conseille également d'intégrer suffisamment tôt les équipes donc SI, IT, Data, puisqu'il y a un enjeu d'architecture de données et d'interfaçage d'outils. Et enfin, il y a la nécessité de s'équiper d'un outil de collecte et de reporting qui permet d'être plus fiable et sécurisé qu'un échange d'Excel par mail. Et donc, chez les nouveaux géants, on peut vous accompagner sur les 2 premiers points via la formation et l'acquisition de compétences. Peut-être bientôt sur le 3e, car on envisage de coupler le parcours pour les métiers du chiffre avec un parcours pour les métiers de l'informatique et de la donnée qui soit spécifiquement sur ces sujets. Et donc, vous l'avez compris, Zeil peut très clairement vous accompagner sur le dernier point. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Et évidemment, si vous avez des questions, on peut répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Emeline. Je pense que vous l'avez compris. L'idée, c'était vraiment d'avoir 2 présentations complémentaires de nos partenaires qui seront aussi à la journée partagée prospective, et notamment les nouveaux géants prévoient une petite surprise pour les participants. On a quelques questions, enfin quelques minutes avant d'éteindre. Si jamais vous avez des dernières questions, j'avais vu qu'Emmanuel Bernard avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas de questions, effectivement, on vous enverra les présentations, les liens. C'était une erreur, ok. Les liens qu'a envoyé Noël. Pour les adhérents, du coup, la possibilité de rejoindre le test Zeil et en tout cas les 2 modules que Noël accepte de vous mettre à disposition. Et une synthèse de Sylvie pour qui ça va peut-être être un peu compliqué de résumer ça dans la synthèse, mais bon, elle est capable de tout. Alors, la question, Noël, je te laisse répondre à la question. Non, c'était pour Amine, peut-être la question de Yann. La question de Yann, je pense que ça me concerne plus. En fait, ça va dépendre des sujets. Un projet de DPF actuellement, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour la mise en place si on n'a rien depuis le début. Par contre, un projet de multi-comptabilité, ça prend en général 2 ans. Ça dépend jusqu'où on veut aller. En fait, c'est pas les mêmes degrés de maturité pour les entreprises. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment à tous les deux. Et merci aux participants qui étaient là ce soir. Et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Merci.